Bonjour à toutes et à tous, ou bon après-midi ou bonsoir, en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Je suis très heureuse d'être avec vous pour cet acte parallèle qui est organisé conjointement par l'initiative Carnegie pour la gouvernance du climat, la C2G, et par la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie et le Pacifique, la CESAP. Je suis Sigène, je travaille dans la communication de la C2G et j'ai aujourd'hui le bonheur d'animer donc cette réunion d'aujourd'hui. Nous allons parler de l'élimination du dioxyde de carbone et voir quelle est la fonction qu'elle peut jouer pour atteindre les objectifs fixés dans le cadre de l'accord de Paris. Nous verrons aussi les difficultés qui y sont liées et comment on peut aborder ceci dans le cadre des objectifs de développement durable. Nous avons avec nous un groupe d'éminents experts et intervenants qui vont nous dire, qui vont exposer leur point de vue sur tous ces sujets. Je vais tout d'abord vous parler en quelques mots de la C2G pour ceux qui ne nous connaissent pas. L'initiative, donc la C2G, est une initiative petite qui est financée par des fondations dont l'objectif est de faciliter la création et renforcer la gouvernance sur les technologies de modification du climat, en particulier la modification du rayonnement solaire et l'élimination du CO2 à grande échelle. Nous avons un point de vue impartial quant à l'utilisation ou pas de ces mesures, car c'est une chose sur laquelle doit statuer la société dans son ensemble. Par ailleurs, nous souhaitons contribuer au débat et faciliter les débats et les délibérations au sein de la société sur toutes ces questions. Et c'est pourquoi nous travaillons avec différentes parties prenantes, comme des organisations intergouvernementales, des organisations non gouvernementales et des organisations de la société civile. Aujourd'hui, nous allons parler de la situation dans la région de l'Asie-Pacifique. Stéphanos va nous exposer les perspectives de la CESAF et nous dire pourquoi l'élimination du CO2 est importante pour cette région. Nous avons un petit peu moins de 90 minutes. Nous allons commencer donc par la conférence, suite à laquelle nous aurons un débat et nous terminerons par une session de questions-réponses. Donc, sans plus attendre, je vais donner la parole à Stéphanos Fotiou, qui est le directeur de l'environnement et du développement de la CESAP. Stéphano, c'est à vous. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être avec vous toutes et tous et avec tous les participants et que je remercie d'assister à cet événement et merci à nos collègues de la CESAP et de la C2G d'avoir organisé cette réunion. Il me semble qu'il est très important de parler d'un ensemble de technologies d'élimination du CO2 qui sont en train de prendre de plus en plus d'importance et qui sont de plus en plus présentes dans les délibérations sur ce que l'on peut faire face au climat. Dans cette région dans laquelle beaucoup d'entre nous vivons depuis de nombreuses années, vivons et travaillons, les changements climatiques se font sentir et on en ressent les conséquences. Il y a bien entendu beaucoup de catastrophes naturelles et par ailleurs, nous voyons que nous n'avançons pas sur les objectifs de développement durable, ce qui est une très très grande difficulté. Et il y a certaines évaluations qui montrent qu'en dépit des engagements pris par les gouvernements pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, celles-ci continuent à augmenter et elles sont sur une trajectoire qui nous conduirait à un réchauffement de plus de 3 degrés. Donc nous sommes très loin de l'objectif d'1,5 degré qui est fixé dans l'accord de Paris. Comme je le disais, les changements climatiques se font ressentir et il y a des conséquences non simplement sur les catastrophes naturelles, mais il y a d'autres conséquences. Par exemple, la productivité alimentaire est descendue, a baissé dans l'Asie-Pacifique et dans de nombreuses régions du monde. Et ceci, à son tour, entraîne une augmentation des prix des denrées alimentaires de base. Autrement dit, les aliments sont plus chers pour les pauvres et ceci a des conséquences
directe sur une augmentation de la pauvreté et même il peut y avoir plus de faim alors que nous sommes justement engagés à l'éradiquer. Ce sont les conséquences directes des changements climatiques. Donc nous sommes loin d'atteindre l'objectif de développement durable 13 sur les changements climatiques et il semble que si les émissions de gaz à effet de serre continuent comme ça, elles arriveront à 50 gigatonnes en 2050 et donc nous sommes véritablement très loin d'atteindre les objectifs fixés dans le cadre de l'accord de Paris. Ce changement climatique suppose des menaces pour le développement socio-économique de la région Asie-Pacifique et l'adaptation et l'atténuation doivent être renforcées pour sauver les objectifs, les réussites que l'on a eues en termes de développement dans les dernières décennies et pour pouvoir être mieux préparés face au climat au fur et à mesure que la région se développe et au fur et à mesure qu'elle se remet de la Covid-19. Je ne voudrais pas être trop pessimiste, mais les chiffres sont éloquents et comme je le disais, nous ne sommes absolument pas dans un bon chemin pour atteindre l'objectif de 1,5 de réchauffement climatique fixé dans le cadre de l'accord de Paris. Donc nous devons véritablement et désespérément trouver une façon ou des façons de lutter contre ce problème. Cette semaine, nous avons célébré un acte sur la relation qui existe entre l'atténuation et l'adaptation. Et il est clair que c'est important, mais s'adapter ne suffit pas et il faut également atténuer. Et parmi les mesures qui sont envisagées dans l'accord de Paris, on a l'élimination du CO2. C'est une chose qui est étudiée par différentes instances et organismes et beaucoup des hypothèses envisagées, donc parmi ces hypothèses, l'élimination du CO2 est très présente. Dans la région d'Asie-Pacifique, il faut prendre en compte l'élimination du CO2, mais il est fondamental que ce soit envisagé non pas comme une mesure de remplacement des mesures climatiques, mais comme une mesure complémentaire et qui renforce notre action climatique. Donc l'élimination du CO2 ne doit pas être entreprise parce que nous arrêtons de procéder à une transition vers une économie plus verte et moins énergivore ou avec des énergies plus propres, mais elle doit être une mesure complémentaire et supplémentaire. L'élimination du CO2 élimine du CO2 et donc, elle s'attaque à l'une des raisons principales du réchauffement climatique. Et donc, il est fondamental de parler de cette question euh, dans les plateformes et les cadres qui existent au sein des Nations Unies et surtout pendant ces semaines climatiques, les Climate Weeks, qui contribuent à avancer vers la prochaine COP26 qui aura lieu prochainement. L'élimination du CO2 peut éliminer des émissions, mais par ailleurs, elle s'entoure de grandes incertitudes scientifiques et il y a on est très avisé sur les menaces qu'elles peuvent entraîner. Et par ailleurs, si l'on pouvait avoir une certitude absolue en termes scientifiques sur le fait que l'élimination du CO2 n'a pas de conséquences négatives et qu'il n'y a que des conséquences positives, il faudrait se demander qui va contrôler cette technologie, car il s'agit de projets d'infrastructures à grande échelle, de grande envergure. Donc, qui va avoir la responsabilité de cela et de contrôler tout cela? Quand j'entends parler de l'élimination du CO2 et d'autres technologies comme la modification du rayonnement solaire, je me souviens d'un film date d'il y a plus de 20 ans, la première des Avengers, et dans laquelle il y avait un scientifique un peu fou qui est August de Winter, Winter comme l'hiver en anglais mais avec un W, et qui pouvait contrôler la création de phénomènes climatiques, des sécheresses, des tempêtes. Et c'est-à-dire qu'il est vrai que nous pouvons avoir accès à des technologies extraordinaires qui peuvent modifier le climat ou l'atmosphère, mais dans ce cas, qui va avoir le pouvoir et l'autorité pour contrôler ce bouton qui peut changer ces phénomènes? Par ailleurs, il faut également travailler avec les décideurs politiques pour leur proposer non pas des conclusions scientifiques très compliquées, mais
pour, grâce à ces conclusions, leur proposer les mesures et les politiques qu'ils peuvent mettre sur pied. C'est-à-dire qu'il faut voir quelles sont les recommandations scientifiques, mais en gardant à l'esprit ces décideurs politiques pour voir comment ces recommandations scientifiques peuvent se traduire en mesures concrètes. Parmi les options à notre disposition en termes d'élimination du CO2, il y en a beaucoup qui sont naturelles et c'est probablement celles qui vont avoir peu de conséquences négatives. D'où la nécessité impérieuse de mieux connaître ces approches, de connaître les risques, les bénéfices potentiels et les risques potentiels pour les objectifs de développement durable et également pour voir comment leur application au niveau local, national et mondial peuvent se faire d'une façon qui apporte le plus de bénéfices possibles et réduise au plus les risques. À la CESAP, nous tentons de voir quels sont les différents niveaux de préparation face au climat qui existent dans les différents pays et nous essayons de les soutenir, de les appuyer, d'appuyer nos États membres pour qu'ils remplissent leurs ambitions en termes climatiques. Et nous aidons aussi, par exemple, à faire connaître ces sujets en travaillant avec la C2G et avec d'autres organismes. Et j'aimerais ajouter qu'avec la C2G, nous avons mis sur pied justement tout un thème sur les technologies de modification du climat dans le cadre des ODD, dans laquelle la CESAP est très active. Et j'aimerais remercier nos collègues pour tout le travail qu'ils ont fourni. Vous pouvez voir ceci sur une page web spécifique sur cette question que nous avons créée. Et je remercie donc mes collègues. Je les remercie de mettre le lien dans le chat pour toutes les personnes qui voudront la consulter. Donc, à nouveau, merci d'avoir organisé cet événement. Je suis sûre qu'il va y avoir une discussion très fructueuse. Je regrette de ne pas pouvoir rester jusqu'à la fin car j'ai un autre engagement qui est arrivé au dernier moment, mais j'ai hâte de voir ce qui va être dit, de voir les discussions que vous allez avoir et j'espère que donc ces recommandations pourront être concrétisées. Merci beaucoup, Stéphanos, pour votre conférence si intéressante qui explique quelle est la situation en matière climatique dans la région et comment on pourrait utiliser l'élimination du CO2. Et vous avez également parlé de questions de gouvernance qui sont fondamentales et qui entourent ces technologies de modification du climat. Donc, merci encore. Par ailleurs, vous avez établi un lien entre l'élimination du CO2 et la modification du rayonnement solaire, qui, comme vous le savez, est une question dans laquelle la C2G est très impliquée et qui nous semble encore plus complexe que l'élimination du dioxyde de carbone. Nous allons maintenant passer à notre débat qui va être modéré par Anita Nikolova, ma collègue de la CESAP. Je vous explique le déroulement de notre session. Le public peut envoyer ses questions dans la section de questions-réponses de l'application, donc de Zoom. Et donc dites à qui la question s'adresse, si vous voulez qu'une personne concrètement y réponde. Et faites des questions claires et concises, s'il vous plaît, et nous allons tenter de répondre au plus grand nombre de questions possibles dans l'intérieur du temps qui nous est imparti. Donc, Anita, c'est à vous et je vais également inviter nos experts à bien vouloir allumer leur vidéo et leur micro. Merci beaucoup, Chi. Merci beaucoup, Stéphanos, pour cette introduction passionnante sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui et qui tombe à point nommé. L'élimination du CO2 dans le cadre de l'accord de Paris est effectivement une question très, très, très importante. Et dans cet acte parallèle,
Nous allons exposer différents points de vue de différentes parties prenantes, du monde universitaire, de la société civile, de différentes agences des Nations Unies, d'autres institutions et autres. Je vais donc donner maintenant la parole à nos invités pour qu'ils et elles puissent se présenter brièvement. Commençons par Denchen Tsering. Bonjour, merci beaucoup Anita. Bonjour, je suis Denchen Tsering. Je suis la directrice régionale du programme des Nations Unies pour l'environnement de la région Asie-Pacifique. Très bien, je vais maintenant donner la parole à Joyshri Roy. Bonjour, je suis Joyshri Roy de l'Institut asiatique de technologie et je travaille également dans une université à Calcutta en Inde. J'ai une formation d'économiste et je me suis ensuite spécialisée dans l'économie environnementale. Une partie de mes recherches porte sur le fait de comprendre comment les mesures que l'on entreprend pour le climat peuvent former plus de synergie avec différentes dimensions du bien-être humain et du développement durable. Merci beaucoup. Oliver Geddon. Je travaille à l'Institut allemand d'affaires internationales et de sécurité, dont le sigle en allemand, l'acronyme est SWP. Nous conseillons des gouvernements en termes de politique climatique et de mesures sur l'environnement. Nous étudions également l'élimination du CO2 et comme Joy Ashry, je suis membre du GIEC et je contribue à la rédaction du prochain rapport d'évaluation dans le groupe 3 qui porte également sur l'élimination du CO2. Très bien, donc je vais donner la parole à notre dernier invité, Gian Guillermo. Bonjour, depuis Genève. Je suis Gian Guillermo, je suis philippin et j'ai survécu à l'un des pires typhons que la planète ait connu et qui a eu lieu dans mon pays en 2013. Dans ma jeunesse, j'ai été membre du gouvernement et je travaille actuellement au secrétariat de la coalition pour le climat et l'eau de l'Organisation météorologique mondiale. Je suis spécialisée dans l'utilisation de l'art et de ce que l'on appelle les comportements socioculturels des personnes pour faire connaître les thèmes qui sont liés aux crises climatiques. Merci beaucoup et à nouveau bonjour depuis Genève. Eh bien, nous allons donc passer à nos questions. J'aimerais demander à Denchen Tsering qu'elle nous explique quelle est son impression sur les rapports et les conclusions du GIEC et d'autres organismes ou instances sur les mesures qui ont été entreprises dans les dernières années, comme on a pu voir dans la région Asie-Pacifique. Dans cette région n'est pas sur la bonne voie pour atteindre donc ces objectifs. Quel rôle peut jouer l'élimination du CO2 et qu'est-ce que le PNUE fait pour aider les pays dans leurs efforts pour atteindre un niveau zéro d'émissions nettes? Merci beaucoup, Anita. J'aimerais tout d'abord remercier la C2G et la CESAP de nous avoir invités, nous du Programme des Nations Unies pour l'environnement, le PNUE, donc de nous avoir invités à participer à cet événement. Et on nous a déjà donc parlé de certains chiffres qui montrent combien il est important de procéder à l'élimination du CO2 pour pouvoir atteindre nos objectifs en termes d'émissions. Le rapport du GIEC sur le réchauffement climatique est 1,5 degré, et donc dans ce rapport du GIEC, celui-ci dit très clairement que pour pouvoir atteindre notre objectif, il faut que nous atteignions un niveau d'émissions nettes négatives en 2050. Mais dernièrement, j'ai vu le Centre de développement intégral des montagnes, j'ai eu une réunion avec eux, et ils m'ont dit que la majeure partie des glaciers de l'Himalaya fondraient avec simplement un réchauffement de 1,5 degré. Donc, il faut que nous envisagions différentes mesures. Et dans la région de l'Asie-Pacifique, nous voyons qu'il ne suffit pas de réduire les émissions au niveau actuel pour pouvoir
limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré à l'objectif fixé, les pays doivent miser de façon plus drastique pour la réduction des émissions et qui doivent être réduites de 6,6% par an entre 2020 et 2030, ce que reflètent les contributions déterminées au niveau national. C'est-à-dire qu'il faut fixer un calendrier et des objectifs plus ambitieux de décarbonation. Le rapport spécial du GIEC sur le réchauffement climatique à 1,5 degré le dit très clairement. L'élimination du CO2, comme il est dit dans ce rapport, peut aider à compenser, contrebalancer les émissions et peut contribuer à la décarbonation des économies pour que les pays atteignent cet objectif de 1,5 degré. Et il y a d'autres études qui mettent en avant les risques qui sont liés à l'élimination du CO2, comme par exemple la question de permanence ou les conséquences sur l'environnement. Et le système économique actuel dépend en très large mesure des hydrocarbures et il est très énergivore. Et donc tout ceci suppose que une augmentation d'année en année des éliminations de gaz à effet de serre. Donc il faut réduire ces émissions dans les secteurs les plus polluants comme l'acier, le ciment, qui représentent une grande partie des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle planétaire. Et le secteur énergétique, le secteur industriel sont des secteurs qu'il faut décarboner. Il y a des options très claires comme les énergies renouvelables, l'électrification, qui sont des mesures pour réduire la dépendance à l'égard de secteurs qui sont très gourmands en carbone. Par ailleurs, la décarbonation apporterait des co-avantages pour ce qui est des solutions fondées sur la nature, comme l'amélioration des mangroves, la restauration de la végétation, de la reforestation, le boisement, le reboisement, la conservation et la gestion des sols, des ressources naturelles ou pour des questions qui sont basées sur des technologies comme le captage et stockage du carbone, tout cela peut apporter quelque chose. Pour ce, en termes de mesures et d'adaptation, ces mesures doivent être liées aux stratégies nationales de développement. Les changements de l'affectation des sols, les options de boisement, de reboisement, la réduction de l'utilisation du carbone et du pétrole et la meilleure conservation des ressources naturelles peuvent contribuer à ces efforts, tout comme une gestion durable du sol et à la restauration des sols. Par ailleurs, les contributions déterminées au niveau national inclut à peine des objectifs quantifiables, même s'ils incluent une grande partie de solutions fondées sur la nature. Environ 70% contiennent des mesures qui sont liées aux forêts, mais très peu incluent des objectifs quantificables en la matière. Donc les pays doivent renforcer la fonction jouée par les solutions fondées sur la nature dans leur contribution déterminée au niveau national. Si on restaure la nature, si elle est gérée de façon adéquate, on peut obtenir un tiers de ce que l'on doit faire face au climat avant 2030 et contribuer d'une façon décisive à atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Dans certains pays de la région euh, ont été annoncés des objectifs en termes de réduction du carbone, mais ils n'ont pas expliqué comment ils vont les atteindre à niveau d'émissions net zéro. Donc ces contributions déterminées au niveau national doivent être réexaminées et il faut y inclure des objectifs très clairs de réduction des émissions du CO2 et il faut montrer le chemin pour voir comment on va arriver à des émissions nettes zéro. Et ça, c'est fondamental pour atteindre les objectifs climatiques de l'accord de Paris. Il faut miser sur les énergies renouvelables, l'électrification, sur la décarbonation de systèmes énergétiques, des transports. Tout ceci entraînerait de grands co-avantages. Le PNUE et la CESAP pourraient
lancer ou co-présider une coalition d'action climatique dans la région Asie-Pacifique, dans laquelle il y aurait un groupe de travail qui se consacrerait à des pays qui travailleraient dans des pays comme le Pakistan ou le Vietnam pour voir comment les 15 organismes des Nations Unies et les équipes des Nations Unies dans les pays peuvent aider ces pays à améliorer leurs engagements pour la COP 26. Et les membres de cette coalition pour la COP 26 font des analyses et des examens et revoient des politiques dans lesquelles sont également incluses les conséquences de certaines activités. Et ils développent des modèles macroéconomiques de sciences de différentes mesures face au climat. Et ils étudient également différentes trajectoires qui sont possibles. Une grande partie des solutions est déjà à notre disposition, mais il manque une coordination et nous pouvons faire des efforts entre les différents organismes. Il faut unir nos efforts avec le système de coopération, de développement entre différentes institutions. Il faut faire cela pour aider les pays à appliquer des approches coordonnées. Pour ce qui est de l'élimination du CO2, si nous regardons les conséquences sur le climat dans les régions de l'Asie-Pacifique, il faut explorer toutes les options et même les options technologiques, conscient du fait qu'il y a des questions de gouvernance qu'il faut résoudre, mais il faut fixer ou il faut avoir recours aux mécanismes adéquats de gouvernance. Merci, Deschênes. Ça a été une intervention très intéressante de votre part. Donc, merci beaucoup d'avoir mentionné aussi cette coalition que nous co-dirigeons. Eh bien, je vais laisser la parole à Joaishri pour qu'elle nous explique quel, quel potentiel ont les technologies d'élimination du CO2, quel type de techniques peuvent être appliquées sur ou dans les océans. Je ne sais pas si vous pouvez nous expliquer quel type d'approches sont faisables et comment on peut lier l'élimination du CO2 au développement durable. Merci beaucoup. J'aimerais commencer en disant que nous devons être conscients du fait que l'élimination du CO2 peut être considérée comme une mesure de manière qu'elle ne peut pas être imaginée de façon isolée, mais qu'elle doit être vue conjointement à d'autres mesures. Elle peut être utilisée pour faire face aux émissions résiduelles, par exemple. Et donc, j'aimerais insister sur le fait, sur d'autres options d'atténuation qui sont fondées sur les océans. Et ensuite, nous pourrons voir quel est le lien qui existe avec l'élimination du CO2. Je suis d'accord avec le fait que les océans sont les grands défenseurs face au changement climatique, car entre 20 et 30% des émissions de CO2 sont d'ores et déjà absorbées par les océans et 70% de la surface terrestre est composée d'océans. Donc, les options d'atténuation fondées sur les océans peuvent contribuer à réduire les émissions de 21% pour nous engager vers une trajectoire compatible avec l'objectif de 1,5 degré de l'accord de Paris. En 2019, a été élaboré un rapport coordonné par l'Institut des ressources hydriques dans lequel a été établi le lien très clair entre la santé des océans et le bien-être humain. Cela a montré que l'on pourrait réduire environ 4 milliards de tonnes d'équivalent CO2 par an d'ici à 2030 et 11 milliards, une réduction de 11 milliards de tonnes d'équivalent CO2 par an d'ici à 2050, en tenant compte des émissions qui sont produites dans le cadre de ce qu'on appelle le business as usual, c'est-à-dire si l'on reste dans le statu quo. C'est-à-dire qu'on pourrait réduire le même nombre d'émissions que celles qui sont actuellement produites par toutes les centrales à charbon du monde. Et j'aimerais énumérer 5 mesures fondées sur les océans pour le climat, l'énergie renouvelable océanique, le transport maritime,
les écosystèmes marins sur le littoral, les systèmes alimentaires marins et le stockage de carbone dans les fonds marins. La production d'énergie renouvelable sur la mer apporte le plus grand potentiel actuellement pour pouvoir réduire les émissions de gaz à effet de serre et pour miser sur l'énergie renouvelable, et ainsi qu'avec les systèmes sur le littoral qui peuvent avoir des répercussions très positives sur le bien-être des êtres humains. Les mesures fondées sur la nature, en particulier la restauration et la protection des mangroves, des herbiers marins et des marais, sont la meilleure combinaison pour pouvoir lutter contre les changements climatiques et protéger les personnes. Quatre de ces 5 mesures basées sur les océans sont d'ores et déjà à notre disposition. Les énergies renouvelables, les transports maritimes, les écosystèmes marins sur le littoral et les systèmes alimentaires fondés sur les océans. Les co-avantages de tout ceci sont très différents. Ça améliore la qualité de l'air, cela donne plus de moyens d'existence et également on peut mieux gérer ou gérer de façon appropriée les contreparties face au développement durable. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de co-avantages si l'on atteint un équilibre entre ces différentes mesures et les besoins en termes de développement durable. Par exemple, une activité d'agriculture qui est hors de contrôle ou des mesures inappropriées pour faire grandir les populations de poissons, eh bien, tout cela peut compromettre les progrès faits à l'égard des objectifs en termes de rééducation de la faim et de sécurité alimentaire. Les options d'atténuation fondées sur les océans ont besoin d'institutions solides. Il faut impliquer le secteur privé, l'industrie, et il faut également engager les communautés et la coopération internationale pour qu'il y ait une éducation adéquate afin de profiter de toutes les conséquences positives et de réduire au plus toutes les conséquences négatives en termes de développement et d'environnement. L'élimination du CO2 fondée sur les océans n'est pas encore une option que nous pouvons approfondir car l'état actuel de nos connaissances s'accompagne de grandes incertitudes. Merci beaucoup de nous avoir expliqué le potentiel que renferment les océans pour capter et piéger du carbone dans les fonds marins et d'avoir exposé les options qu'il y a en termes d'énergie renouvelable et aussi les risques qu'entraîne l'application hors de contrôle de ce genre de mesures. Donc, merci beaucoup. Nous allons maintenant donner la parole à notre collègue de la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes, la CEPALC, et nous allons lui donner la parole pour qu'il se présente. Maintenant que nous pouvons bien le voir et bien l'entendre, et nous allons lui demander de nous en dire plus sur une étude, sur un rapport qu'ils ont fait, qu'ils viennent de faire sur les possibles conséquences de l'élimination du CO2 en Amérique latine. Je ne sais pas si vous pouvez nous dire quels ont été les risques et les bénéfices potentiels qui sont liés à l'élimination du CO2. Eh bien, oui, justement, ce thème, cette question fait l'objet de grands débats dans notre région et c'est une question très importante en Amérique latine et dans les Caraïbes. Et tenant compte du fait que les émissions de l'agriculture, de l'élevage du bétail, des changements d'affectation des sols et de la foresterie représentent environ 50% des émissions totales en Amérique latine. Et donc les solutions fondées sur la nature ouvrent une fenêtre, une porte pour l'atténuation très importante. Si nous prenons compte des conséquences socio-économiques provoquées par la Covid-19, nous voyons qu'il y a eu une récession brutale dans les pays d'Amérique latine et donc il faut entreprendre et prendre des mesures, plus de mesures pour que la reprise
s'inscrivent dans l'agenda 2030 de développement durable et que ce soit une reprise viable économiquement parlant, mais aussi qu'elle réduise notre empreinte carbone. Il y a des secteurs qui peuvent contribuer à atteindre nos objectifs. Il y a toute une série de secteurs en Amérique latine qui offrent peu d'emplois et qui émettent pourtant beaucoup de carbone. Donc on a identifié ces secteurs pour voir quelles mesures nous devons entreprendre pour miser sur la durabilité et entreprendre une vraie croissance verte. Pour ceci, coordonner des mesures environnementales, de budget, fiscal, réglementaire et autres pour fixer une nouvelle structure d'incitation aux investissements afin de créer des emplois, qui soient plus productifs et de faciliter des changements dans le système de production. Par ailleurs, nous souhaitons miser sur une moindre empreinte carbone qu'on peut obtenir en restaurant le patrimoine naturel et en tirant bénéfice des systèmes fondés sur les écosystèmes. Un outil fondamental pour améliorer la capacité d'adaptation de notre région est la nature afin de réduire les conséquences des changements climatiques. Par exemple, la protection et la restauration et la gestion des forêts naturelles, des bassins hydrographiques, des terres humides, des mangroves peut réduire les risques de glissement de terrain, d'inondation. Cela peut améliorer l'apport de ressources hydriques. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit d'évaluer les conséquences sur l'environnement et économique, il y a toute une série de systèmes intégrés qui inclut le bétail, la gestion des sols, la foresterie et qui offre un potentiel très prometteur. Ces systèmes intégrés avec une bonne gestion de la nature pour alimenter les animaux et un bétail plus durable et une agriculture aussi, elle aussi plus durable, tout cela peut améliorer la productivité, l'efficacité, cela peut apporter des services à l'écosystème de l'environnement et en plus, cela peut avoir de bonnes conséquences économiques. On peut améliorer l'efficacité de l'activité agricole. C'est une chose qui a été faite au Brésil par le biais d'un plan d'agriculture à faible teneur en carbone et grâce auquel on a offert des financements pour changer certains processus et certaines pratiques. Par exemple, miser sur des systèmes intégrés à grande échelle, grâce auxquels le bétail augmente de 0,7 unités par hectare à 5 animaux par hectare. Grâce à ces systèmes intégrés, c'est-à-dire qu'on a multiplié par plus de 5 la productivité. Et par ailleurs, on réduit ainsi les émissions de carbone. Ces mesures doivent s'acheminer vers la conservation et la préservation de la nature, et également pour réduire le risque de catastrophe et pour miser sur l'atténuation. La restauration des écosystèmes est au bénéfice des producteurs, des communautés, des autorités locales, au secteur privé. On crée ainsi des emplois et on réduit les vulnérabilités. Donc ces investissements sont rentables et ils nous aident à réduire le carbone, les émissions de carbone. Donc c'est un service qui est prêté à toute l'humanité. Et par ailleurs, ils peuvent être un moteur de reprise économique et contribuer à la réalisation de l'agenda 2030. Et c'est ce que nous faisons ici et c'est ce que nous autres, nous soutenons par le biais de coopération internationale et d'aide à différents pays dans la région d'Amérique latine et des Caraïbes. Merci beaucoup. Merci Louise. Et vous venez vous avez oublié de le dire. Oui, je travaille pour la CEPALC et je travaille dans la division de développement
durable et d'implantation humaine et je suis à Santiago du Chili. Merci beaucoup. Vous aviez oublié de vous présenter. Et merci beaucoup de vous être levé si tôt pour être avec nous. Ce que vous nous avez dit est très intéressant car ce sont des mesures que nous autres aussi nous promouvons à la CESAP, de même que vous le faites à la CEPALC. Et il me semble que ces solutions fondées sur la nature renferment un potentiel d'élimination du CO2 très important, mais en plus, elles ont des avantages économiques et sociaux et en termes de développement durable pour la région et qui sont très importants. Donc, merci beaucoup de nous avoir expliqué ce que vous faisiez. Nous allons maintenant donner la parole à Oliver Giddens qui va nous parler du point de vue de l'Union européenne en termes de politique d'élimination du CO2 et nous dire quelle est la place que cela occupe dans les débats actuels, car l'Union européenne marque un peu le pas à l'échelle internationale dans ces sujets. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous pouvez projeter la première diapositive qui va permettre de voir ce que propose et se propose l'Union européenne. Nous avons intégré l'élimination du CO2 dans les politiques climatiques, dans la planification de mesures climatiques. Et là, donc vous voyez le graphique qui a été élaboré par les 28, car à l'époque le Royaume-Uni était encore dans l'Union, et c'est l'objectif que nous avons pour la réduction des émissions. Comme vous pouvez le voir, il y a une grande réduction au-dessus de la ligne zéro, mais pour 2050, on a aussi recours aux émissions négatives, à l'élimination du CO2 pour pouvoir compenser les émissions résiduelles. Et étant donné qu'il y a des émissions, par exemple, de l'activité de bétail, du béthane, des émissions de CO2 qui sont très difficiles à éliminer. Il y a aussi toute une série de changements dans la foresterie qui peuvent être combinés avec des mesures agricoles et des mesures géologiques de captage et piégeage du carbone et qui peuvent nous aider à atteindre cet objectif. D'une certaine façon, dans l'Union européenne, on pratique déjà l'élimination du CO2, surtout sur la base des forêts, de la foresterie. Ceci a commencé dans les années 90 et l'Union européenne, et surtout les pays de l'Est, mais aussi d'autres comme l'Allemagne, eh bien, il y a des années qu'ils ont entrepris des programmes de boisement et reboisement de très grande envergure. Donc, vous pouvez déjà voir quels sont nos objectifs en termes de réduction au-dessus du niveau zéro et aussi en termes d'élimination. Et nous parlons du fait qu'on pourrait éliminer près de 500 millions de tonnes pour 2050, c'est-à-dire 10% environ des émissions émises. Mais quoi qu'il en soit, nous savons qu'il faut réduire les émissions d'une façon drastique, ça c'est la priorité, mais on envisage aussi l'élimination du CO2. Il y a eu un changement important quant au but, à l'objectif fixé dans l'Union européenne pour 2030. Et dernièrement, il, euh, il a été décidé non seulement de renforcer cet objectif et de le rendre plus ambitieux, mais aussi de comptabiliser les émissions réduites ou éliminées par les forêts. Et comme je le disais, cela fait des années que nous avons des mesures de boisement très importantes, mais ceci n'était pas comptabilisé dans le total des émissions. Et donc maintenant, oui, nous le faisons, nous l'incluons. Et vous savez qu'il y a un objectif de réduction de 55% à l'horizon 2030, dans lequel on réduit 2 ou 3% d'émissions captées par les forêts, les bois. C'est une décision qui a fait l'objet de nombreuses critiques également.
Par ailleurs, la Commission européenne a entrepris un processus de certification pour l'élimination du CO2 car il y a de nombreuses technologies différentes. Il y a comme un éventail de 10 à 15 technologies différentes et il y a également différents emplacements et chaque technologie va être plus efficace pour tel ou tel emplacement. Donc, il faut un système de certification. L'Union européenne, à l'heure actuelle, euh, est en train d'intégrer différentes politiques climatiques et envisage, réfléchir à la façon de faire face à ces technologies avec ces nouvelles approches qui sont déjà très présentes sur l'agenda politique, mais c'est également sur le plan bureaucratique en termes de comptabilité. Et comme vous le savez, le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne et donc actuellement, c'est le pays le plus avancé, non seulement sur le continent européen, mais dans le monde en termes d'ambition sur la réduction des émissions. Et vous savez qu'ils ont fixé des incitations pour des projets pilotes dans une large gamme de, d'ingénierie. Et il me semble qu'il y a 25 projets pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Merci beaucoup, Oliver, pour cette intervention si intéressante, qui nous montre quels sont les sujets d'actualité au sein de l'Union européenne, le boisement, le reboisement, la comptabilité des émissions et différentes approches d'élimination du CO2, les solutions fondées sur la nature. Tout ceci est fort intéressant. Et vous nous avez également parlé des projets qui sont entrepris par le Royaume-Uni pour voir ce qui fonctionne et cela nous incite à réfléchir davantage sur la réglementation et sur les approches en termes de gouvernance qui doivent être appliquées. Il faut également parler de la reddition des comptes car les conséquences de ces projets se feront ressentir au niveau mondial, comme c'est le cas des conséquences des changements climatiques. Donc, il est vraiment fondamental de voir ce qu'il est fait pour continuer à avoir des délibérations et des débats au niveau régional et mondial. Alors, je vais maintenant donner la parole à Jan pour qu'il nous explique quel est le point de vue des jeunes. Est-ce qu'il parle de l'élimination du CO2? Quel est le ressenti entre les jeunes? Et là, je fais référence à des jeunes qui ne sont pas impliqués de manière professionnelle dans les délibérations ou les négociations climatiques. Merci beaucoup, Anita. Eh bien, je viens d'écouter ce que viennent de dire les experts dans notre débat d'aujourd'hui. Je peux vous dire qu'après cela, j'ai comme des frissons. Et si je dois me mettre dans la peau de quelqu'un qui ne travaille pas ou qui n'est voilà chez vous comme la C2G ou dans d'autres institutions, je me dirais mais de quoi parle-t-il? Je ne saurais pas ce dont vous parlez. Et c'est clair que dans le cadre des Nations Unies ou d'autres institutions, c'est un sujet très important. Moi, comme je suis impliquée dans ce travail, je suis entièrement conscient de l'importance qu'a l'élimination du CO2 pour les changements climatiques, mais parmi les jeunes, d'une façon générale, et même dans le mouvement d'action climatique, il manque beaucoup d'informations, ou alors il y a des informations tronquées ou fausses, et il y a un manque de connaissances et de capacités techniques. Et pour moi, moi, le changement climatique me touche de près, me touche personnellement. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu être moi-même un militant, un activiste climatique, car j'ai, comme je le disais, survécu à l'un des pires effets des changements climatiques, et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à ce mouvement. Aux Philippines, il y a un grand mouvement d'activisme climatique, mais il manque encore de l'information sur l'élimination du CO2, ou alors peut-être que l'information est disponible, mais aux personnes qui sont dans les hautes sphères, pour le dire d'une certaine façon, et à des personnes qui sont chargées de gérer ou de négocier des programmes ou des mesures environnementales et climatiques.
L'élimination du CO2 peut avoir des connaissances sur ma vie ou sur la vie en général, et c'est littéralement une question de vie ou de mort pour nous tous. Les effets des changements climatiques se font ressentir jour après jour, et par ailleurs, nous sommes face à une course contre la montre. Et le rapport du GIEC sur le réchauffement climatique à 1,5 degré dit assez clairement qu'il faut réduire les émissions d'une façon rapide et drastique pour éviter de dépasser un réchauffement de 1,5. Enfin, et pour ceci, à l'horizon 2030, il faut réduire les émissions de la moitié et atteindre un niveau net de zéro en 2050. Et donc, l'élimination du CO2, on ne peut pas l'éviter si nous voulons atteindre ces objectifs. À l'échelle mondiale, parmi les jeunes, on parle à peine de l'élimination du CO2. Ce n'est pas véritablement connu. Et même dans certaines organisations et institutions, on ne parle pas spécialement de cette question. Même dans certains groupes qui sont rejettent directement l'application de cette solution. Donc, les jeunes sont inquiets, et ils sont inquiets par les conséquences négatives de l'application de technologies d'élimination du CO2. Et c'est une chose sur laquelle doivent être axés les organismes des Nations Unies, la recherche et la communication. Car si les jeunes activistes peuvent disposer des connaissances adéquates, nous pouvons réduire le bruit qui entoure ce sujet. Il y a 10 ans, j'étais très jeune, j'avais 18 ans, et bien entendu, nous allions dans la rue pour défendre le climat, mais au lieu de simplement défendre les mesures climatiques, si nous avons plus de connaissances, nous pourrons contribuer à la conception de politiques et de mesures appropriées de la part des gouvernements. Et comme je le dis, l'élimination du CO2 fait à peine l'objet de débats parmi les jeunes, et c'est en fait très peu connu auprès du public, on va dire, qui n'a pas de connaissances directement sur ce sujet. Merci beaucoup, Jan. Effectivement, ceci confirme ce que nous avons d'ores et déjà constaté. Alors, nous avons encore un peu de temps, donc j'aimerais poser certaines questions supplémentaires à nos intervenants. Dechen, quels sont les débats sur les défis en termes de gouvernance, de financement face à ces approches de modification du climat et face aux mesures climatiques et au sein des négociations au sens plus large? Merci beaucoup de me poser cette question sur le gouvernement et les financements et sur les difficultés que cela entraîne sur les approches d'action climatique. Il me semble très important et fondamental pour le financement, euh, enfin pour le financement et pour la réussite ou l'échec de les actions climatiques. Dans l'accord de Paris est fixé l'objectif de limiter le réchauffement à 1,5 degré, et pour ceci, il y a toute une série de flux financiers qui doivent soutenir les mesures de résilience climatique. Il ne s'agit pas simplement de voir quels fonds sont disponibles, mais aussi de voir comment on peut les canaliser pour lutter contre les changements climatiques. Et pour la première fois, les banques centrales remarquent où sont les flux financiers, et il y a un travail qui a été fait au sein du G20 pour les solutions de résilience climatique. Il y a une initiative des Nations Unies à laquelle participent des banques et des compagnies d'assurance qui consiste à mettre à l'épreuve les investissements pour voir quelles sont ses conséquences en termes climatiques. Il ne s'agit pas simplement de voir qu'on a 100 000 millions de dollars pour mener à bien des projets d'adaptation et d'adaptation, mais aussi le fait que les banques centrales commencent véritablement à voir où sont les flux financiers, elles étudient le secteur privé et les informations qui sont publiées sur les conséquences des changements climatiques. Et ceci est important de voir où est l'argent, quels sont les effets qu'ont ces flux financiers.
et la Convention sur la diversité biologique et sur la dégradation des sols, ainsi que les ODD, eh bien, il faut regarder tous ces instruments et voir qu'il faut aborder aussi bien la biodiversité que les changements climatiques d'une façon conjointe. Et dans la Convention sur la diversité biologique a été établi un cadre de biodiversité très ambitieux, très pragmatique et qui par ailleurs tente d'établir les liens entre la biodiversité et les changements climatiques. L'IPBES, la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, a commencé à étudier différents instruments de conservation de la biodiversité, des sources fondées basées sur le sol, sur les terres, et certains des domaines qui ont été étudiés euh, ont étudié des instruments de marché, des systèmes de compensation de biodiversité, des systèmes de commerce des émissions de carbone. Et ils se sont rendus compte que le fait que la conservation des sols ne, ne reçoit pas de ressources, n'est pas doté de ressources. Et si nous nous référons au niveau de référence, par exemple, aux autres solutions, eh bien, si, il y a des financements. Donc, il faut voir comment on peut transférer des financements entre une approche et une autre. Dans les budgets nationaux et ont également été sujets à des études et on a regardé quelles étaient les mesures climatiques ou jusqu'à quel point sont étudiées les conséquences que ces budgets ont sur le climat. Car c'est ainsi que l'on peut mieux défendre devant le ministère des Finances, le ministère de l'économie ou les banques centrales ce que l'on doit faire et ce que l'on ne doit pas faire. Par exemple, pour l'élimination du CO2, nous savons qu'il faut dépasser la simple notion du fait de l'accès de financement au projet et on doit prêter attention à l'endroit où se trouvent les flux financiers. McCartney a déjà parlé de changement climatique et il faut le fonds de stabilité financière qui étudie également la question climatique, c'est-à-dire que toutes ces grandes instances doivent vraiment regarder les changements climatiques. Donc les ministères de l'économie, des finances doivent envisager des questions de changement climatique et tout cela est véritablement fondamental. Il faut voir où sont les concepts basiques en termes de comptabilité environnementale qui doivent être de plus en plus importants. Merci Denchen. Et vous avez bien fait de nous rappeler que nous avons besoin d'impliquer les banques centrales dans nos délibérations et débats pour hum, qu'ils pour qu'ils soient de plus en plus conscients des conséquences qu'ont ces investissements et ces flux financiers sur les changements climatiques, et d'autant plus à mesure que il y a une reprise de la Covid-19. Il faut voir quels instruments financiers sont à notre disposition, comment ils peuvent financer ces projets de captage de carbone, mais également avec les projets qui ont des répercussions sur les changements climatiques. Donc merci beaucoup de nous l'avoir expliqué. Julia Shree, sur le volet recherche, il y a également des questions qui sont liées à la gouvernance qu'il faut résoudre et pour ce qui est de l'élimination du CO2. Donc, est-ce qu'il y a-t-il assez d'études de recherche et que peut-on faire d'autre et quels sont les liens que mentionnait avant Jeanne avec les différents écosystèmes? Comment est-ce que les gouvernements peuvent-ils agir d'une façon adéquate? En termes de mesures climatiques, il est fondamental, et c'est vraiment une chose que j'ai l'habitude de répéter, il est fondamental de ne pas simplement regarder une option. Tous les rapports indiquent clairement que nous devons envisager une ensemble d'actions, une gamme d'actions, et ceci de façon conjointe. Et même dans le réchauffement, sur le rapport spécial sur le réchauffement à 1,5 degré du GIEC, il est démontré que l'on peut atténuer d'une façon qui n'est pas ou qui ne euh,
qui n'aille pas plus loin que le boisement et le reboisement. C'est-à-dire qu'il y a une trajectoire possible sur laquelle le reste du monde doit décider et il faut qu'ils décident s'ils veulent miser ou pas sur l'élimination du CO2 ou avec des options moins chères ou miser sur des options qui sont moins coûteuses et qui sont déjà là. On ne peut pas, pour prendre une décision, simplement regarder l'élimination du CO2, mais il faut qu'on évalue, ça doit être évalué comme un élément, mais à l'intérieur de toute une gamme de mesures d'atténuation, d'élimination du CO2 pour déterminer l'envergure des investissements et de voir là où on va investir. Dans le rapport spécial à 1,5 degré du réchauffement, il est clairement montré ou démontré que même si l'on étudie les options d'élimination du point de vue de l'offre, il faut également tenir compte de la demande, des questions d'efficacité, de réduction des émissions, différentes conséquences. Et c'est ainsi, en abordant le thème d'une façon globale, que l'on peut rassembler une plus grande action et réduire les coûts. Lorsque l'on parle de financement, il faut voir comment on peut réduire la demande d'élimination du CO2. Et actuellement, même dans ce 6e cycle d'évaluation, donc de rapport d'évaluation du GIEC, et on peut attaquer la demande pour réduire le besoin d'élimination du CO2. Et j'ai l'impression que jusqu'à présent, les études de recherche n'ont pas été menées à bien d'une manière appropriée. Et nous devons le faire pour voir quelles sont les actions les plus rentables, les moins coûteuses et qui produisent les meilleurs avantages. Par ailleurs, il est fondamental d'être conscient d'une chose que j'ai expliquée avant en donnant l'exemple basé sur les océans. Une grande partie des risques que peuvent comporter différentes mesures liées et fondées sur les océans sont déterminés à l'échelle locale. Et là, il faut des études de recherche locale pour voir quelles sont les conséquences au niveau local de ces mesures. Ce type de recherche est absolument essentiel pour éviter des inégalités sociales. Et l'une des études que nous avons réalisées dernièrement indique le fait que il n'y a presque pas d'études qui montrent par exemple quelles sont les conséquences en termes de genre de certaines mesures d'économie bleue ou de certaines mesures qui sont liées à l'élimination du CO2 qui sont basées sur les forêts et les bois. Et il est fondamental de réaliser ce type d'études pour éviter que soit comme renforcer les injustices et que ce soit finalement les groupes qui sont déjà défavorisés qui perdent encore plus. Donc, on ne peut pas appuyer des mesures climatiques si on ne mise pas pour la justice et si l'on ne mise pas sur une plus grande équité. Le piégeage dans les fonds marins est-il faisable et oui faisable en termes géophysiques, mais cela peut-il se faire dans les eaux territoriales malgré ce qui est nécessaire de comprendre si l'on peut utiliser ces technologies d'une façon sûre et quelles peuvent être les conséquences inespérées et non planifiées. Donc il faut davantage d'informations scientifiques et comme le disait Jeanne, très souvent il y a un manque d'informations scientifiques. C'est pas qu'elle n'est pas diffusée, mais c'est qu'on ne l'a pas. Et même les scientifiques ne tombent pas d'accord sur le degré de sécurité de ces mesures. Donc c'est véritablement quelque chose d'essentiel de mener davantage d'études de recherche et de faire en sorte que les conclusions de ces études soient accessibles à tous, y compris pour le piégeage du carbone dans les fonds marins. Il faut beaucoup plus d'études de recherche avant que l'on puisse décider ou déterminer si c'est une contribution décisive à la réduction des émissions. Donc c'est pour ça que
pour ce qui est des objectifs de développement durable, il faut plus regarder l'application d'options d'adaptation et d'atténuation et ensuite voir quelles sont les options à plus long terme et entreprendre des études, des recherches sur ces sujets. Par exemple, sur l'élimination du CO2 et il faut voir comment on peut réduire le besoin pour ces options en réduisant la demande de la part de la société d'élimination du CO2 pour qu'on n'ait pas à l'appliquer à une aussi grande échelle à l'avenir. Merci beaucoup pour vos propos si éloquents et tout ceci me semble fort intéressant. Et il est essentiel, par exemple, de réduire les subventions au secteur des combustibles fossiles, voir quelles sont les options d'atténuation et justement pour l'agenda 2030, pour sa réalisation. Et ceci nous permet de miser sur la prévention. Donc, je vais demander à Louise la chose suivante et il va nous expliquer, si c'est possible, comment la CEPALC aborde les questions qui sont liées à la gouvernance. C'est une très bonne question et c'est une question intéressante et tout à fait pertinente. Eh bien, nous essayons de nous servir de ce concept, de ce grand élan environnemental. Et ce grand élan mise sur la coordination des politiques. Et c'est son élément principal, c'est son objectif principal. Il ne s'agit pas de créer ou d'utiliser ou de lancer de nouveaux instruments économiques, mais nous essayons simplement de mettre à profit ce qui est d'ores et déjà disponible. Et l'une des conséquences serait de renforcer, d'améliorer le système de gouvernance. Une coordination des politiques a pour ambition, par exemple, de transformer les politiques de budget qui renferment un potentiel de changement qui actuellement n'est pas mis à profit. Ce potentiel n'est pas mis à profit. Et donc, il faut revoir les incitations positives et négatives. Il faut étudier les budgets publics car très souvent, ce n'est pas qu'il manque de l'argent pour les investissements. En réalité, il s'agit plutôt de résoudre comment on investit l'argent disponible, comment on finance certains projets et ce qui est fait avec l'argent dont on dispose. Si nous réussissons à coordonner, à mieux coordonner les politiques adéquates en termes de budget, en termes d'incitation financière, nous pourrons mieux utiliser les budgets qui sont disponibles au niveau nationaux, régionaux, locaux. Donc si on fait le lien, et il y a un lien entre tout ceci d'une façon cohérente et avec des éléments qui convergent dans la même direction, on pourra encourager des changements dans les politiques actuelles et puis on pourra réorienter en conséquence le développement économique. On peut créer de nouveaux instruments pour un nouveau système de gouvernance fondé sur la coordination de politiques et c'est ce que nous essayons de faire.
pour encourager la mobilité durable, l'adaptation, c'est-à-dire un ensemble de mesures qui puissent apporter, favoriser une transition vers une société plus durable. Et et aussi qui puisse encourager une reprise verte. Là, nous sommes en pleine pandémie encore, et c'est pour ceci que nous avons besoin d'une reprise qui crée un système économique plus résilient, qui puisse créer des millions d'emplois et qui soit en outre plus propre. Et pour ceci, nous avons besoin d'insister sur la coordination des politiques et des mesures pour travailler sur tous ces aspects d'une façon coordonnée. Et c'est le concept qui se profile derrière ce concept du grand élan. Oui, et tout ceci s'inscrit parfaitement dans ce que nous faisons, car nous sommes très axés sur les solutions fondées sur la nature pour la reprise, pour la création d'emplois et pour la création d'opportunités de croissance. Nous allons maintenant donner la parole à Oliver pour intégrer un nouveau sujet. Il y a des pays qui prétendent que les pays riches doivent aller plus loin que les émissions net zéro, que le niveau net zéro, et qu'ils doivent miser pour les émissions négatives. Et c'est une demande que font de nombreux pays, surtout dans cette région, et que donc il faut miser sur l'élimination, et ces pays doivent miser sur l'élimination du CO2. Qu'en pensez-vous? Quelles sont les conséquences en termes de financement pour soutenir les pays en voie de développement? Faut-il financer des projets d'élimination du CO2? Quelles sont les conséquences? Oui, merci beaucoup. Oui, il est vrai que c'est intéressant, mais on voyait déjà cela venir. Si on a un niveau net zéro au niveau mondial, comme celui qui est fixé dans l'accord de Paris, il faut se demander si tous les pays doivent atteindre ce niveau euh, net zéro au même moment. Et bien sûr que non, ce ne serait pas juste. Il y en a certains qui disent, eh bien, nous avons encore du temps, dans des pays, par exemple, en développement, et ils pensent que ce sont les pays de l'OCDE qui doivent atteindre ce niveau avant, ce qui est certain, car il y en a beaucoup qui ont fixé un objectif d'émissions net zéro et qui ensuite, pour 2050, et qui ensuite vont aller vers des émissions négatives. Si vous vous souvenez de la diapositive que je vous ai montrée tout à l'heure, le niveau net zéro d'émissions veut dire simplement que l'on élimine la même quantité que celle que l'on émet, que l'on produit. Et pour atteindre un niveau d'émission négative, il faudrait augmenter l'élimination du CO2. Mais si on s'engage dans ce débat, en fin de compte, on peut ça peut nous détourner de l'élément principal au lieu de miser pour l'atteinte d'un niveau d'émission net zéro. On mise sur les émissions négatives dans des pays de l'OCDE et ça pourrait être une incitation simplement pour relâcher les mesures. Et ça serait alors pour une sorte de promesse de futur. Je pourrais citer de nombreux pays et dire que beaucoup d'entre eux vont vers les émissions négatives. D'autres pays pourraient penser qu'ils peuvent se détendre et plutôt miser sur les émissions net zéro. Et on ne peut pas simplement continuer à émettre comme jusqu'à présent et miser sur l'élimination du CO2. Ça se voit dans de nombreuses entreprises, mais qui simplement investissent dans des systèmes de compensation des émissions et ne s'attachent pas à les réduire. Donc, en fait, elles achètent du temps, ou les gens achètent du temps, et ils misent sur l'élimination du CO2. Il faut d'abord atteindre un niveau net zéro et ensuite un niveau d'émission négative, mais ceci passe par le fait que l'on va élargir l'élimination du CO2. Et il me semble que le principal, c'est de réduire les émissions. Merci beaucoup, Oliver. Jan.
Que diriez-vous, vous, au gouvernement? Que devrait-il faire quant à la réduction des émissions et à l'élimination du CO2? Eh bien, euh, je me demande s'il songe vraiment à réduire les émissions, car même au niveau des contributions déterminées au niveau national, nous voyons les difficultés que tout ceci suscite. Il me semble que l'un des obstacles principaux pour l'avenir, c'est que ce qui prime est le point de vue économique, c'est-à-dire qu'il faut être riche dans les années qui viennent. Mais ça ne sert à rien d'être riche si, en fin de compte, nous sommes face à une crise planétaire. En fin de compte, on devra dépenser tout l'argent que l'on a gagné pour faire face au climat. Et il me semble que ça n'a pas beaucoup de sens. Si nous voulons une planète qui continue à être habitable et durable, nous ne pouvons pas continuer comme nous l'avons fait jusqu'à présent. Et comme jeune militant, je crois que les gouvernements devraient euh, prendre en compte l'élimination du CO2 s'il y a une bonne base scientifique et si ça peut être utile pour faire face à la crise climatique. Les gouvernements doivent attribuer des ressources à l'application et à la recherche de ces initiatives. Et comme je le disais tout à l'heure, et comme l'ont dit également d'autres intervenants ou intervenantes, euh, il y a de l'information qui n'arrive pas au public. C'est la raison pour laquelle les gouvernements devraient diffuser plus d'informations à leur population, leur faire prendre conscience, les former, par exemple, les former sur les solutions fondées sur la nature pour que les gens puissent continuer à appliquer ces solutions. Et d'après moi, il y a des questions de justice, de justice générationnelle et ces questions passent par changer une mentalité basée sur de simples objectifs économiques. Merci pour votre intervention très intéressante. Je vois dans le chat qu'il y a des questions passionnantes. Et mon attention est attirée par le fait qu'il y a une sorte d'appel de la part de notre public euh, à ce qu'il y ait, à ce que l'on prône davantage pour la conservation et la protection de la nature avant d'envisager l'utilisation de technologies ou avant d'envisager des approches plus technologiques. C'est-à-dire qu'il faut tout d'abord miser sur les solutions fondées sur la nature et les gouvernements doivent d'abord miser sur des espaces verts, la protection de la nature, sur des approches vertes, mais il faut également voir comment on peut engager le secteur privé. Je ne sais pas qui souhaite répondre à cela. Joyeshri, je vous en prie. What I would think is that, when we talk of the nature-based solution, I mean, for very long Lorsque time, l'on there parle has de been a very solutions fondées this sur la discussion nature, in the environmental economists on and a eu un débat entre economics les scholars économistes, les on how écologiques, to les really personnes de l'environnement solutions, right? So sur how le fait que l'on would doit établir economic un système de adoption paiement and economic adoption is les not services part of the poor écosystémiques. people's job, so that you really make the Car, en fin majority de compte, il ne maintain the s'agit nature-based pas conservation rather que les pauvres continuent à être pauvres, mais qu'ils different puissent kind of programs gagner leur vie en so conservant these la would be nature ou en agriculture appliquant différents and programmes, par exemple la protection des Amazon mangroves ou la rainforest protection de la management. forêt How are we amazonienne. going to work out payments for Comment ecosystem services? peut-on Who pays établir for it? Where is the benefit? un See, paiement pour that les services discourse we écosystémiques? are not Qui va payer? discussing Qui va en because bénéficier? we have Et never c'est talked un about sujet qui est déjà abordé, on en rising a parle global déjà, common and how do car we nous think n'avons as jamais a global envisagé comment community gérer un that bien commun à toute ultimately it's l'humanité not et going to be comment on peut costing fixer us un système money, but économique I think mondial this is also qui a aille dans cette very direction. um, Il est vrai very que
on ne doit pas avoir simplement une logique purement économique, mais l'économie est là, elle va être présente. Donc il faut voir comment euh, elle peut être une notion plus complète, plus holistique, qui intègre ce qui actuellement n'est pas présent pour qu'elle puisse intégrer aussi une mesure du bien-être humain et pas simplement une mesure de PIB. Et ça, il faut véritablement le prendre en compte. Comment ce concept du bien-être, comment le possible paiement pour les services écosystémiques, la valeur des solutions fondées sur la nature, comment tout ceci peut se convertir en une activité économique qui puisse être intégrée aux indicateurs d'avancée économique. Comment peut-on intégrer ces services fondés sur la nature et ces ressources naturelles? Et pour ceci, il faut non seulement il ne faut pas simplement une mesure isolée. Il me semble que c'est le type de débat que l'on doit avoir, et ce sont les questions qui doivent être résolues et qui doivent être enseignées. Le système éducatif doit s'orienter vers ces nouveaux concepts, vers ces nouvelles approches. Et donc, il faut des nouveaux cours, il faut de nouvelles façons de doter les gens de capacités. Il faut véritablement une bonne formation. Et comme le disait vient de le dire Jan, les jeunes ne reçoivent pas la formation adéquate pour pouvoir comprendre tout ce qui est en jeu. Merci beaucoup, Joey Ashry. Quelqu'un souhaite-t-il ajouter quelque chose? Techen? Oui, merci Anita. Lorsque l'on a intégré les forêts dans les changements climatiques, ça a été lorsqu'il y a eu une coalition de pays qui a misé pour la réduction des émissions qui étaient provoquées par la dégradation et la déforestation. Par exemple, les tourbières. Il y a un groupe de pays où il y a beaucoup de tourbières, le Pérou, l'Indonésie, la République du Congo, la RDC, et ces pays étudient comment conserver les tourbières et comment les intégrer aux contributions déterminées au niveau national. L'une des choses positives que nous apprend la pandémie de Covid-19, c'est que nous faisons plus attention à la nature maintenant. Et cela nous montre que si nous ne vivons pas de façon adéquate avec la nature, les conséquences économiques peuvent être dévastatrices. Et ceci souligne le fait que la crise climatique peut elle aussi avoir des effets dévastateurs. Donc c'est la première fois que nous avons l'occasion de vraiment voir quelles sont les conséquences provoquées par le fait de ne pas vivre en équilibre avec la nature. Et lorsque l'on parle de conservation, de protection et de l'impératif moral, nous devons être conscients du fait qu'il y a un argument économique très fort se profile derrière ces concepts. Et il me semble que nous avons l'occasion d'aller de l'avant. Si nous étudions la crise climatique, nous pouvons voir ce que la Covid-19 provoque depuis 18 mois. Imaginez ce qu'il arriverait ou ce qui va arriver avec la crise climatique, des catastrophes, des maladies, des conséquences pour l'agriculture, un manque d'eau propre et potable, des migrations, des réfugiés. On va vivre à une échelle énorme. Tout ça va être à une échelle énorme. Et pour la première fois, je crois que la population est consciente de ce que tout ceci pourrait vouloir dire. Merci, Anita. Merci beaucoup de nous avoir montré la réalité à laquelle nous sommes face. Louis, oui, merci de me laisser intervenir. Il me semble qu'il est essentiel d'encourager une transition vers la durabilité qui doit être envisagée d'une façon plus adéquate. Nous savons que nous avons de ce dont nous avons besoin, nous disposons de la technologie adéquate, nous avons les ressources adéquates pour encourager cette transition, mais nous n'arrivons pas à organiser une stratégie qui guide la transition afin de dépasser et de surmonter les obstacles initiaux. Certains sont purement, simplement idéologiques, d'autres sont d'ordre économique, d'autres encore demandent un processus spécial pour
résoudre et régler des questions juridiques ou la transformation de politiques de budget pour qu'il y ait des formes nouvelles qui remplacent les formes anciennes. D'où la nécessité d'une plus grande préparation et d'une stratégie coordonnée. Il me semble qu'il est essentiel et c'est une chose que nous n'arrivons pas à le faire. Nous savons ce que nous pourrions faire, ce que nous devons faire pour encourager cette transition. Nous savons qu'il faut ce qu'il faut faire pour conserver et restaurer la capacité productive des sols, pour avoir une bonne productivité de l'eau, un, un apport adéquat de ressources hydriques. Nous savons ce qu'il faut faire et nous savons quelle est la technologie nécessaire. Mais à l'heure d'organiser le processus politique qui accompagne ceci et qui accompagne cette transformation, eh bien, il me semble que nous devons mieux nous organiser en termes de gouvernance, intégrer le secteur privé et la société civile et disposer d'une stratégie plus appropriée pour cette transition. Et c'est une chose dans laquelle il faut investir plus d'efforts et plus d'énergie. Olivier, vous vouliez dire quelque chose? Oui, je voulais euh, préciser euh, la façon de faire la différence entre différentes approches. Lorsque l'on parle de solutions fondées sur la nature, il me semble qu'il s'agit d'éviter une plus grande dégradation et d'émettre plus. Mais ça ne veut pas dire que l'on absorbe ou que l'on élimine des émissions. Ça peut être le cas avec les solutions fondées sur la nature, mais ce n'est peut-être pas le cas au niveau requis. Donc, dans le domaine scientifique, on étudie actuellement jusqu'à quel point il est durable, le stockage de carbone est durable et le stockage géologique, le piégeage géologique, semble plus durable et plus pérenne. Il y a également des solutions intermédiaires entre la nature et la technologie, comme par exemple l'altération accélérée. Mais il est vrai que les solutions écosystémiques peuvent avoir davantage de bénéfices, de co-bénéfices. Donc il faut envisager toutes ces mesures. Eh bien, merci beaucoup. Il me semble qu'il est important d'insister sur ce qu'a dit Dechen, c'est-à-dire de vivre en harmonie avec la nature. Demain matin, à 9 heures heure du Japon, où GMT plus 9, nous avons une réunion organisée par la CESAP, un débat de 2 heures avec des intervenants extraordinaires et ça va être très intéressant. Donc merci beaucoup à toutes et à tous nos intervenants et intervenantes. Cette réunion va être diffusée via YouTube et ensuite nous essayerons, et ce sera très intéressant, pardon, de voir quels seront les différents points de vue de tous les intervenants. Et vous pourrez peut-être trouver des informations utiles pour votre travail. Et bien souvent, non simplement il faut investir dans de nouvelles technologies, mais qu'on peut également euh, mettre à profit les infrastructures des combustibles fossiles pour capter du carbone. Par exemple, et oui, je crois que nous avons fini. Oui, merci beaucoup. Ça a été un débat passionnant. Il y a de nombreuses conclusions importantes que que l'on peut atteindre et qui s'inscrivent dans tous ces débats tout intéressants qui sont maintenus tout au long de cette semaine du climat. Merci à nos collègues, à nos intervenants, merci à nos collègues de la CESAP et de C2G qui ont travaillé, qui ont œuvré à ce que cette réunion soit vraiment intéressante et à ce qu'elle se déroule dans les meilleures conditions. Merci à tous et à toutes.
Au revoir, merci Thank you very beaucoup. much, Au everyone. revoir. Thank you very much. Very exciting. Bye bye. Thank you. Bye bye. Thank